Bien, donc je vais vous présenter le master droit des transports de la faculté de droit de l'Université de Bordeaux. C'est un master qui existe maintenant depuis 4 ans euh, et qui a vocation à former des juristes de haut niveau en droit des transports. Alors, déjà, qu'est-ce que le droit des transports? Parce que ce n'est pas une matière qui est enseignée sur les 3 années de la licence et donc il peut être difficile de visualiser de quoi il s'agit. Le droit des transports, c'est un regroupement de matières qui ont trait aux différents modes de transport, c'est-à-dire le droit maritime, le droit aérien, le droit des transports routiers, le droit ferroviaire pour les trains et le droit fluvial. Euh, et donc, ce droit des transports, il s'intéresse à ce domaine économique important puisque toutes les marchandises ont besoin d'être acheminées d'un point à un autre parce que les gens ont besoin de se déplacer, que ce soit en ville, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou à l'international. Et à partir de là, le droit des transports vise à encadrer ces activités. C'est un droit qui est très divers, qui se compose de nombreux domaines, euh, puisqu'on s'intéresse à des questions de transport de containers entre la Chine et l'Europe. On s'intéresse à des questions de passagers aériens qui ont un vol annulé ou qui ont leur bagage perdu par la compagnie aérienne. On s'intéresse à des problèmes de grève à la SNCF, etc., etc. Avec évidemment, derrière tout cela, vous vous en doutez, une forte dimension et un fort questionnement environnemental, puisque même si le domaine des transports pollue moins que ce que certains veulent bien dire, il y a quand même une pollution et toute diminution de pollution est bonne à prendre. Donc le droit des transports, c'est ça, c'est l'activité économique qui consiste à transporter des personnes ou des biens d'un point à un autre et toutes les règles qui encadrent cette activité. Quels peuvent être les débouchés d'une formation en droit des transports? Euh, alors, évidemment, avocat, comme dans toute formation juridique, mais on trouve aussi pas mal de débouchés dans les assurances, parce que les assurances transport sont un domaine économique fondamental. Des débouchés aussi comme juriste d'entreprise dans les entreprises de transport, euh, qui, bon, certaines ont quand même beaucoup de contentieux contre elles ou en leur faveur, et évidemment, il leur faut des juristes. Dans les administrations aussi, que ce soit des administrations comme les douanes, euh, les différentes administrations en lien avec les transports. On peut penser par exemple aux organisations d'aviation, on peut penser aux administrations maritimes, aux affaires maritimes, etc. Dans les infrastructures aussi, le port a un service juridique, l'aéroport a un service juridique. Et puis, enfin, dans les organisations internationales aussi, on peut imaginer un certain nombre de juristes en transport, que ce soit à l'Organisation de l'aviation civile internationale, que ce soit à l'Organisation maritime internationale ou autre. Donc, des débouchés à la fois dans le secteur public, dans les diverses administrations qui gèrent ces questions de transport, euh, et puis dans le secteur privé, et dans le secteur libéral. Euh, d'entrée dans le master, il y a donc évidemment une sélection à l'entrée en master 1. Euh, je prends dans les 15-16 étudiants par an. Euh, L'année dernière, j'avais à titre indicatif un peu moins de 200 dossiers. 180, je crois.
La licence, une licence en droit, c'est quand même ce qui est le plus conseillé, notamment pour arriver à suivre en Master 1. Une licence en droit, quelle licence en droit? Pas, pas de, pas de souhait particulier ici. Ça peut être une licence en droit européen international, une licence en droit privé, une licence en droit public, parce que le droit des transports est mixte. En droit des transports, la division droit privé, droit public, elle n'a pas vraiment de sens. Euh, Quand on fait du droit des transports, on est toujours un peu privatiste et un peu publiciste. À partir de là, je ne ferme pas la porte sur le côté privatiste ou sur le côté publiciste. La sélection est faite par moi-même sur dossier. Donc, examen sur dossier avec donc 15 à 16 recrutements directs, plus une liste d'attente, évidemment, en cas de désistement. La, la formation se déroule sur 2 ans. Vous avez les maquettes sur le site de la faculté de droit. Simplement, en quelques mots, donc cette formation en 2 ans, tout d'abord un Master 1 qui est calqué sur le Master 1 de droit international. Parce que le droit des transports a une forte dimension internationale et que il est quand même pas mal pour faire du droit des transports d'avoir quelques connaissances solides, par exemple en droit international privé ou en droit international public. Donc, un Master 1 calqué sur le Master 1 droit international avec quand même des différences, c'est-à-dire que l'enseignement de droit aérien au premier semestre est obligatoire, ce n'est pas une option, et complété par des travaux dirigés. Et l'enseignement de droit maritime au second semestre, bah, c'est pareil, il est obligatoire et complété par des travaux dirigés. Et une autre petite différence, c'est que le cours en premier semestre, pardon, le cours de droit du commerce international est obligatoire parce que là aussi, le commerce international, le transport est un des vecteurs et le vecteur du commerce international. Donc, il est quand même intéressant de savoir manier les outils du droit commercial international. Le Master 2, lui, il est quasiment entièrement spécifique puisqu'il n'y a qu'un seul cours qui est mutualisé avec d'autres Master 2. C'est le cours de droit de l'environnement. Sinon, tous les cours sont spécifiques à ce master-là. Au premier semestre, on fait du droit du transport routier, du transport ferroviaire, qui sont donc des nouveautés puisque ces matières ne sont pas enseignées en master 1. Et puis des matières un peu satellites au droit des transports, comme par exemple du droit douanier, du droit des infrastructures et des réseaux de transport. C'est important de savoir quel est le statut d'une autoroute, d'un port, d'un aéroport, d'une gare. Et puis au second semestre, 2 enseignements principaux sur le transport aérien et le transport maritime, alors qui là sont très nettement approfondis puisque en Master 1, il y a déjà eu 2 gros cours avec TD, donc là évidemment on peut approfondir les choses et aller plus loin en aérien et en maritime. Et ensuite là aussi des matières qui gravitent autour du droit des transports. Alors, un cours de droit du transport fluvial, lui, c'est plus que graviter autour du transport, puisque c'est du transport. Mais le transport fluvial est quand même toujours un peu à part parce qu'il a une importance un peu moindre dans notre pays et encore plus dans notre région. Le sud-ouest n'est pas la région où il y a le plus de transport fluvial. Et puis donc des matières qui gravitent comme le droit social des transports, les questions de responsabilité et d'assurance euh, ou encore un cours d'arbitrage international, puisque les, le contentieux en transport, notamment en transport maritime, part assez souvent en arbitrage plutôt qu'en juridiction étatique. Et cette année de Master 2 se termine par la rédaction d'un mémoire pour les étudiants qui choisiraient plutôt
de donner une dimension recherche à leur master. Donc, rédaction d'un mémoire qui doit être rendu, déposé avant la mi-juin à peu près, pour une soutenance fin juin, ou alors par un stage pour les étudiants qui souhaiteraient donner une coloration plus professionnelle à leur formation. Stage qui commence en principe début avril, qui doit être de 2 mois minimum, mais qui peut s'étendre jusqu'à 5 mois. Euh, voilà, en quelques mots, la présentation de ce master. Je termine simplement en précisant que je suis en train de monter la procédure pour faire passer ce diplôme en alternance, ce qui pourrait permettre donc pour l'année de Master 2, rentrée 2025-2026, mais ce qui concernerait vous, si vous étiez candidat et admis dans ce master, qui permettrait donc, à partir de cette rentrée 25-26, d'effectuer le Master 2 en alternance. Voilà, je pense vous avoir dressé l'essentiel des éléments importants de ce master. Je me tiens à votre disposition pour toute question, soit soit verbalement, si je puis dire, soit par le chat. Et je crois que j'ai déjà, oui, voilà, j'ai une question. Donc, dans quel domaine les étudiants effectuent-ils leur stage en général? C'est assez variable. J'ai pas mal d'étudiants qui partent dans l'assurance. J'ai d'excellentes relations avec les assureurs transport, notamment à Bordeaux, mais aussi à Paris. Et on a un certain nombre d'étudiants qui partent en stage donc dans ces compagnies d'assurance. Certains sont même recrutés. J'en ai, L'année dernière, j'en ai eu deux qui ont été recrutés en CDI, dans une très très belle entreprise de courtage d'assurance qui est l'entreprise filiale Art Maritime. Mais au-delà de l'assurance, c'est chez des transporteurs, notamment transporteurs routiers. Ça peut être au port, à l'aéroport, dans des entreprises innovantes parfois. Un de mes anciens étudiants a été embauché enfin, a fait son stage et puis a été embauché dans une entreprise qui travaille sur les avions électriques. Euh, donc, vous voyez derrière l'idée et la dimension environnementale. Dans des cabinets d'avocats aussi. Euh, un certain nombre partent dans cette voie-là. Mais alors après, attention, je veux pas non plus que vous puissiez être trompé. Euh, Ce qui est sûr, c'est que il faut quand même, dans une certaine mesure, avoir une certaine mobilité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudra absolument que vous cherchiez votre stage au Japon ou en Australie. J'ai d'ailleurs assez peu d'étudiants qui partent faire leur stage à l'étranger. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent à Paris, parfois à Marseille, au Havre. Donc, euh, c'est vrai qu'il est difficile de trouver un stage en transport dans Bordeaux intra-boulevard, en quelque sorte, hein. Bon, on a un port, on a un aéroport, on a une gare, on a des assureurs à Bordeaux importants, je l'ai dit. Mais après, notamment pour ceux qui s'intéresseraient plutôt au barreau, il y a assez peu d'avocats bordelais qui font du droit des transports. Et donc là, effectivement, ça peut supposer de partir parfois à Marseille et surtout plutôt à Paris. Avez-vous d'autres questions? Alors après, j'aurais pu le préciser tout à l'heure, j'y pense maintenant. Vous vous demandez peut-être quels sont les points, les éléments que je regarde dans le dossier
Ah ben voilà, justement, c'était la question à laquelle je m'apprêtais à répondre sans qu'on me l'ait posée, et on me l'a posée, donc c'est parfait. Sur quels éléments du dossier j'accorde de l'importance? Alors, évidemment, pas de notes en droit des transports, puisque je ne crois pas qu'il y ait une seule université en France où il y a du droit des transports au cours de la licence. Et quand bien même ce serait le cas, comme il y en a quand même pas beaucoup, je peux pas accorder une importance fondamentale à cette idée-là. Alors après, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le niveau global, euh, c'est-à-dire le niveau moyen des 3 premières années. Y a-t-il eu des mentions? Si oui, quelles mentions? Y a-t-il eu des redoublements? Si oui, ces redoublements peuvent-ils s'expliquer par une raison légitime, entre guillemets, ou est-ce plutôt un manque de travail? J'accorde une certaine importance à même si c'est pas rédhibitoire, hein, mais j'accorde quand même une certaine importance à ce que les étudiants aient eu la moyenne en TD, parce que j'estime que une note, même peut-être une mauvaise note à un examen, ça peut toujours arriver. On peut ne pas comprendre le sujet, avoir fait une impasse, ça peut arriver. Être malade ce jour-là, avoir mal dormi. Bon, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer qu'on se crache sur une note d'un examen écrit ou oral. En revanche, les TD, qui sont un contrôle continu, ça, ça me semble quand même très révélateur du degré d'implication des étudiants. Et donc, quand je vois des notes de TD de 6, 7, bon, j'avoue que ça me fait un peu tiquer. Donc, voilà, niveau global des notes sur les 3 années de licence, et notamment en réalité plutôt sur les L2 et L3 que sur la L1. Ensuite, je regarde je regarde le niveau en langue, en anglais, et puis même dans d'autres langues, mais le transport est un secteur très international et c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants qui candidatent et qui ont un bon niveau en anglais, voire éventuellement dans une ou deux autres langues. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être trilingue ou quadrilingue pour intégrer le master, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que au moins un niveau déjà correct en anglais. Quand je dis correct, j'exige pas du C2, hein, mais disons B1 minimum, voire B2, c'est déjà important. Euh, je regarde la, la lettre de motivation, mais qui pour moi est plus l'endroit pour expliquer éventuellement une mauvaise note ou un redoublement ou autre. Bon, voilà. Je suis arrivé à la fac, j'ai pas vraiment réussi à me mettre dans le bain tout de suite, ce qui explique un échec en première année. Bon, voilà, pour moi, ça, c'est une lettre de motivation intéressante. Après, me dire que depuis que vous êtes tout petit, vous rêvez de devenir juriste en droit fluvial, ça, j'avoue que j'ai souvent un léger doute sur ce genre d'affirmation. Et puis, bon, la lettre de motivation, on n'est jamais certain que ce soit le candidat qui l'ait rédigée lui-même et tout seul. Donc, bon, je lui accorde une importance modérée. Les stages, bon, ça montre une motivation de l'étudiant, ça montre déjà peut-être un intérêt, notamment si c'est des stages en transport. Après, là aussi, je pondère en me disant qu'il est parfois, en fonction de son réseau, de la profession de ses parents ou de sa famille, c'est parfois plus facile de trouver des stages pour certains que pour d'autres. Et puis, quelque chose auquel j'accorde non pas une importance, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui à chaque fois m'intéresse, c'est si en plus les candidats ont une certaine appétence pour le monde des transports. J'avais eu une candidate qui était aussi pilote de montgolfière. J'avais eu deux, trois étudiants qui avaient leur brevet de pilote aérien, enfin de pilote d'avion. Euh, J'en avais une qui était hôtesse de l'air. Bon, bah voilà, ça montre qu'elle aime et qu'elle vit déjà un peu dans ce milieu-là, ce qui est toujours assez intéressant. Alors là aussi, je ne prends pas 100% d'étudiants qui sont hôtesses ou stewards ou pilotes ou qui ont leur brevet de pilotage, mais ce sont des petits plus.
Au final, j'ai pas un élément qui exclut systématiquement des candidats ou qui, au contraire, les fait accepter immédiatement. C'est vraiment tout un tas d'éléments que je pondère et que je regarde. Alors, une autre question, une certification en anglais est-elle nécessaire? Non. Non. Si vous avez une certification en anglais, mettez-la, évidemment, mais pas que pour candidater en droit des transports, hein, je serais tenté de dire pour candidater n'importe où. Si vous avez une certification en anglais, vous l'indiquez sur votre CV, bien sûr. Donc vous pouvez l'indiquer, mais en revanche, ce n'est absolument pas nécessaire. Je me contente de déclaratifs. Euh, voilà, j'ai tendance à faire confiance à mes étudiants. Bon, c'est peut-être un petit peu idiot, hein, mais enfin, j'ai quand même tendance à leur faire confiance. S'ils me disent qu'ils ont un niveau en anglais, par exemple, je sais pas, moi-même un très bon niveau, un niveau C1, voire C2, bah, je les crois. Après, il y a des cours d'anglais en master. Ils s'en sortiront bien ou pas. Si le moment menti qu'ils sont passés 2 mais à 1, je serais tenté de dire tant pis pour eux. Le mieux, c'est peut-être de dire très sincèrement le vrai niveau. Parce qu'encore une fois, si vous avez un dossier qui m'intéresse et que vous êtes en niveau A1 ou A2, même si A1, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants de master qui ont un niveau A1, mais même si vous n'aviez qu'un niveau A, moi, bon, si vous avez un dossier qui me plaît, je le prendrai quand même. C'est pas, on n'est pas sur une formation où les cours sont en anglais. Donc non, une certification, non. Vous déclarez simplement, voilà, j'ai un niveau B2 en anglais, B1 en espagnol et C2 en coréen. Je vous fais confiance. Autre question, j'ai le permis bateau, est-il important de le mentionner dans mon dossier? Ah ben là, of course, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr, dès que vous avez un- ce genre de compétences, moi, ça m'intéresse. Alors, ça vous servira à rien pour le master, hein, soyons très clairs. On va pas aller faire du bateau. Je pense pas que vous allez venir en bateau jusqu'à la faculté. Ça sera un peu compliqué. Donc, ça ne vous servira à rien pour le master. Mais moi, ça me montre que bah voilà, c'est quelque chose, c'est un milieu qui vous intéresse, c'est un domaine qui vous intéresse, que vous savez ce qu'est. Alors, si c'est un permis bateau maritime, ben, vous savez ce qu'est de l'eau de mer, vous savez ce qu'est de l'eau salée, vous avez peut-être déjà entendu parler, je l'espère même, si vous avez le permis bateau, vous avez déjà entendu parler du RIPAM. Bon, donc voilà, donc ce sont des choses, oui, oui, ça bien sûr, mentionnez-le. C'est pas la peine de le mettre en gras, orange, souligné, clignotant, etc. Mais mentionnez-le, oui. Troisième question, faites-vous passer des entretiens? Non. Non, je l'ai fait, mais très sincèrement, j'ai plus le temps. À la période où sont les sélections, je n'ai plus le temps. Donc, je ne fais pas passer d'entretien. Alors, si je n'ai pas d'autres questions, je conclurai simplement en vous disant que le droit des transports, on dit souvent que c'est un droit de niche. Vous savez, il y aurait des matières qui seraient des niches euh, et d'autres qui seraient les matières que tout le monde connaît ou que tout le monde doit maîtriser. Bon, j'aime pas tellement l'expression, même si j'adore les chiens, euh, parce que matière de niche, ça voudrait dire qu'on s'en sert jamais ou très rarement. Et encore une fois, c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup voyagé dans votre vie, mais moi, je voyage beaucoup. Et chaque fois que j'atterris quelque part et que j'attends ma valise sur le tapis roulant, je me dis, mais pourvu qu'elle soit là, pourvu qu'elle soit là. Et il m'est arrivé qu'elle ne soit pas là. Et dans ces cas-là, ben, sans être en train de dire qu'on est un propriétaire de navire, qu'on fait du commerce international avec les 5 continents ou je ne sais quoi, on est juste madame ou monsieur tout le monde. Mais on peut être confronté à un train annulé qui nous fait rater notre correspondance alors qu'on avait un entretien d'embauche, je ne sais pas où, une valise qui est perdue au début de ces 2 semaines de vacances de rêve et que du coup on fait ces 2 semaines avec le même short tout le temps et qu'on finit par en avoir un peu marre, ça gâche un peu les vacances, etc., etc.
Ce qui fait que c'est une matière qui est très vivante, c'est une matière qui peut servir à Madame et Monsieur tout le monde. Et à partir de là, Madame et Monsieur tout le monde, ils ont besoin de juristes pour les accompagner, pour les aider, pour régler ces questions-là. Donc ce n'est absolument pas une matière de niche. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une matière où il y a assez peu de spécialistes. Euh, ou du moins beaucoup moins que dans d'autres matières peut-être plus courues des étudiants. Je pense par exemple au droit du travail, au droit des sociétés, au droit fiscal ou autre. Il y a moins de spécialistes. Alors, ça veut dire en un sens qu'il y a moins de cabinets d'avocats spécialisés, donc peut-être d'employeurs potentiels, mais il y a aussi moins de concurrence, entre guillemets. Il y a moins d'étudiants qui sont formés sur ces points-là. Et quand on aime ça, parce que le transport, on peut vraiment tomber amoureux. Moi c'est mon cas, mais vous allez dire, je ne suis pas objectif. Mais j'ai beaucoup d'étudiants qui sont venus là en se disant, bon, tiens, le transport, ça a l'air intéressant, mais bon, qu'est-ce que c'est réellement? On verra bien. Et finalement, ils ont adoré. Ils ont adoré, ils sont tombés amoureux de ces questions-là. Alors, pas forcément de tous les transports, on ne vous demandera pas d'apprécier les 5 modes de transport, mais on peut s'épanouir en droit aérien ou en maritime ou en ferroviaire. Et à partir de là, on se passionne là-dedans. Quand on se passionne, en général, on ne devient pas mauvais. Et ensuite, il y a de très, très belles carrières. Et le droit des transports, c'est souvent un droit de passion. Euh, je ne vais pas vendre la mèche, mais mon spécialiste de droit ferroviaire, quand il était petit, il adorait les trains électriques. Mon spécialiste de droit aérien, quand il voit un avion, il a les yeux qui brillent. Moi, spécialiste de droit maritime, j'ai toujours adoré la mer et les navires et les ports. J'ai grandi en lisant Tintin. Dans Tintin, il y a énormément de navires. Et quand je suis devenu juriste, je me suis dit, mais après tout, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas ma passion de la mer dans mon métier? Et franchement, c'est des bouffées d'oxygène extraordinaires. Euh, on s'ennuie jamais en droit des transports. Je crois qu'on s'ennuie jamais. Voilà. Bon, espérons que j'aurai su vous éclairer et peut-être vous donner envie. Je l'espère en tout cas. En tout cas, soyez certains que vos dossiers seront, si vous candidatez, que vos dossiers seront examinés non seulement avec minutie, mais en plus avec bienveillance. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de L3, si vous êtes toutes et tous en L3. Et puis, donc, peut-être à bientôt. Merci beaucoup et au revoir.